et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. 4 projets de loi ont été adoptés en commission à l'Assemblée nationale. Parmi les textes présentés par le ministre des Affaires étrangères, figure l'accord portant établissement de la Banque de développement Shelter Afrique afin de financer la politique de logements sociaux. La Chambre haute du Parlement est aussi en activité. Les sénateurs étaient en plénière dans la capitale politique ivoirienne. Une séance de délibération portant sur 5 projets de loi, des projets en rapport avec la justice et les droits de l'homme. La présidente de l'institution, Kandia Camara, et tous les sénateurs l'ont validé. Et on n'oublie pas les personnes souffrant de la trisomie 21. Leur journée vient d'être commémorée. Cette maladie entraîne un déficit intellectuel et des anomalies physiques. Mais ce soir, nous irons à la rencontre d'une personne extraordinaire atteinte de ce handicap. Par le sport, cette personne a réussi à dompter ce mal et à glaner des lauriers. La paix en Ukraine, c'est possible. Le président Donald Trump est déterminé à trouver une issue pacifique à la crise russo-ukrainienne. Les pourparlers entrepris en Arabie Saoudite ont pris fin. La Maison-Blanche annonce un accord. Moscou et Kiev ont accepté de cesser les hostilités en mer Noire. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Les députés membres de la Commission des relations extérieures ont adopté à l'unanimité 4 projets de loi. Et parmi les textes présentés par le ministre des Affaires étrangères, on a l'accord portant établissement de la Banque de développement Shelter Afrique. Des milliers de logements seront construits grâce à des financements concessionnels à des taux avantageux, nous rapportent Konaté Moussa et Traoré Zakaria. Le corridor de transport Praia-Dakar-Abidjan, un projet autoroutier mis en œuvre par la CEDEAO le 4 juin 2017. Il vise à faciliter l'intégration sociale et économique des États membres. La Côte d'Ivoire est signataire du traité relatif à la création de ce pont économique. Le ministre Léon Kakou Adom est devant les députés pour la ratification. Le projet du corridor multimodal Praia-Dakar-Abidjan, long de 3164 km. Comprenant 600 km de connexion maritime, Praia-Dakar, et une liaison autoroutière de Dakar à Abidjan sur plus de 2500 km. C'est un vaste projet côtier dont la composante Abidjan-Lagos a déjà été ratifiée par la Côte d'Ivoire. La ratification de cette initiative régionale revêt plusieurs avantages pour l'espace CEDEAO et pour la Côte d'Ivoire. Ce projet est censé relier plusieurs capitales de sorte à renforcer la connectivité régionale et l'intégration régionale. L'adhésion de la Côte d'Ivoire facilitera le déplacement des populations et favorisera le développement des relations commerciales et économiques avec les autres États. 3 autres textes de loi de ratification présentés par le ministre des Affaires étrangères. Le projet de loi de ratification de convention entre la Côte d'Ivoire et le gouvernement du Qatar pour prévenir la double imposition. Le projet de loi de ratification de protocole relatif aux droits des personnes handicapées. Et l'accord portant établissement de la Banque de développement Shelter Afrique. La Côte d'Ivoire entretient d'excellentes relations avec Shelter Afrique, comme en témoigne la signature d'une convention pour la construction de 3000 logements socio-économiques dans les Grands Abidjan. Ce projet, qui débutera par la réalisation d'une phase pilote de 500 logements à Songon-Kassamblé, sera financé à hauteur de 15 milliards de francs CFA par l'institution. La ratification du nouveau statut de la Banque de développement Shelter Afrique permettra d'obtenir d'une part le financement nécessaire à la réalisation de programmes nationaux de logement à des coûts abordables, notamment le programme d'urgence de 25 000 logements, et d'autre part, la contribution de la Banque à l'élaboration de la politique nationale de l'habitat et à la mise en place d'un observatoire de l'habitat. Ces 4 textes de loi de ratification ont été adoptés à l'unanimité par la Commission des relations extérieures. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jacques Assaoui-Conan, a aussi reçu son grand oral devant les députés. Le projet de loi relatif à la lutte contre le changement climatique a été adopté en commission à l'unanimité. Le texte prévoit, entre autres, les conditions de financement de l'action climatique, les actions administratives et pénales en cas de non-respect des mesures. Et comme on le voit, la Côte d'Ivoire veut se doter d'une loi fixant des règles et lignes de conduite.
La Chambre haute du Parlement est aussi en pleine activité. Les sénateurs étaient en plénière justement dans la capitale politique ivoirienne. Une séance de délibération portant sur 5 projets de loi, des projets en rapport avec la justice et les droits de l'homme. La présidente de l'institution, Kandia Camara, et tous les sénateurs ont validé ces projets de loi, nous rapporte Kader Sogodogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Yamoussoukro. Jour de plénière au Sénat. La présidente de l'institution, Kandia Kamisuko Kamara, est là en personne pour diriger les travaux. 5 projets de loi soumis en commission par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambilé, vont être passés à la loupe, cette fois-ci par l'ensemble des sénateurs. Des projets de loi pour garantir la justice, l'équité et les bonnes pratiques en Côte d'Ivoire, l'état civil y compris. Depuis 2015, le président de la République a fait voter une loi pour faire obligation à tous les parents de scolariser tous leurs enfants de 6 à 16 ans. Mais le gros handicap constaté au niveau de l'application de cette loi, c'est que beaucoup de nos enfants n'avaient pas d'extrait de naissance. Il a fallu mener une opération spéciale du gouvernement à travers évidemment le ministère de l'Éducation nationale, avec le soutien d'un partenaire, l'UNICEF, qui a aidé 1 million de nos enfants à pouvoir bénéficier d'un jugement supplétif. C'est la raison pour laquelle j'insiste. En plus de cette loi, il est important, je dirais même essentiel, que nous puissions sensibiliser nos populations. Les 5 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par l'ensemble des sénateurs présents. Voilà, et la Côte d'Ivoire qui prend toutes ces lois, renforce ses liens avec les États ivoiriens. Le diplomate Félix Assielou Tanon, ambassadeur de notre pays au Ghana, a présenté ses lettres de créance au président. Il aura pour mission de renforcer les liens de coopération dans les domaines variés tels que l'économie, le commerce, la culture et la coopération sécuritaire. Il a présenté ses lettres de créance au président béninois, nous rapporte Gabriel Zani. La Côte d'Ivoire étend son réseau diplomatique. Assielou Félix Tanon est désormais accrédité en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République du Bénin, avec résidence à Accra. Il a présenté ses lettres de créance au président de la République du Bénin. Nous avons des défis communs au niveau de la CEDEAO, au niveau du Conseil de l'Entente, et je me suis engagé à faire en sorte que le Bénin et la Côte d'Ivoire soient des leaders au niveau de la sous-région en matière de coopération, en matière d'échange. Aujourd'hui, nous avons des entreprises ivoiriennes, nous avons aussi des entreprises béninoises qui peuvent contracter, qui peuvent échanger, se renforcer et pour aller vers d'autres marchés. Pour cette nouvelle affectation, le diplomate s'engage à renforcer les relations bilatérales et à promouvoir les intérêts communs aux 2 pays. Le tout sur fond de redynamisation des relations entre la Côte d'Ivoire et les États voisins. Et les relations sont aussi très bonnes avec le Japon. Justement, la ministre de la Culture et de la Francophonie séjourne en ce moment dans le pays du soleil levant. Elle y est dans le cadre d'une mission de rétrocession d'œuvres d'art à l'initiative de son Altesse, la princesse Takamado. Françoise Remac, vous allez le voir, partager la vision de son département et elle a échangé avec la communauté ivoirienne vivant au Japon. Herboué est notre envoyé spécial. Résidence de l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Japon à Tokyo. Rencontre de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, avec la communauté ivoirienne du Japon. En compagnie de son Excellence Hippo Golier Désiré, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Japon, la ministre a entretenu la diaspora sur les principales missions de son département ministériel et le grand changement opéré depuis l'avènement du président Alassane Ouattara. Les Ivoiriens du Japon, évalués à environ 200 personnes, en ont pris bonne note. Mettre en avant la richesse de la culture ivoirienne, je pense que ça apportera beaucoup plus à la Côte d'Ivoire que, même si le foot et tout, ça apporte quelque chose. Mais la culture ivoirienne, elle est porteuse. La venue du ministre de la Culture, vraiment, a été une opportunité pour nous d'exprimer nos besoins
et de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons aussi contribuer à ce développement culturel de la Côte d'Ivoire. Pour les Japonais, la Côte d'Ivoire, c'est un peu loin parce qu'on ne parle pas la même langue. Mais à travers la culture, à travers la gastronomie, la manière de nous habiller, déjà, ça fait que les Japonais s'intéressent à nous. On espère vraiment qu'on pourra vraiment collaborer avec le ministère de la Culture pour toujours pouvoir promouvoir notre culture et notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Les choses sont bien parties et avec cette femme au niveau de la culture, la Côte d'Ivoire aura un sommet unique. Merci au chef de l'État pour sa vision exceptionnelle pour la culture. La ministre a par ailleurs mis chaque membre de cette communauté en mission. Donc vous avez aussi pour mission de pouvoir aussi être nos ambassadeurs aussi pour montrer que notre pays est sorti en 2011 d'une grosse crise. Et nous avons aussi un président de la République avec un leadership totalement affirmé et totalement impliqué pour le bien-être de ces populations. Cette rencontre se déroule en marge d'une cérémonie de rétrocession d'œuvres à la Côte d'Ivoire sur invitation de son Altesse, la princesse Takamado du Japon. Voilà, et la coopération ivoiro-indienne se porte aussi très bien. Faire connaître justement davantage l'Inde à travers le monde, c'est le sens de ce voyage d'immersion d'une trentaine de journalistes et d'hommes de médias au cœur de ce géant du continent asiatique. Vous allez le voir, ils ont visité des pôles stratégiques de développement à New Delhi et à Ahmedabad, nous explique Issa Chunayo, qui revient de l'Inde. L'Inde s'ouvre au monde. Ce géant de l'Asie, avec plus d'1 milliard d'habitants, vient de favoriser un voyage d'immersion sur son territoire d'une trentaine de journalistes issus du continent africain. Des sites, et non des moindres, sont visités. Une visite qui démarre par Kadi Mohotsav Delhi Hat, une fois organisée pendant 2 semaines pour montrer le savoir-faire des artisans du pays. La culture qui caractérise même le fondement de la nation indienne est présentée dans toute sa splendeur. Les divinités, la croyance basée sur Bouddha, les objets traditionnels et bien d'autres sont passés au peigne fin et expliqués aux visiteurs au musée national, le plus grand du continent asiatique. I have different sections dedicated to different themes. Ce bâtiment raconte la vie de Bouddha. Bouddha est né au Népal. Néanmoins, il a circulé toute la zone de l'Inde, du Tibet au Népal. Et ça raconte aussi son enfance, ses croyances et tous les événements majeurs qui sont arrivés dans sa vie. L'agriculture et les infrastructures sont des piliers importants du développement de l'Inde. Les journalistes sont informés de la politique de résilience mise en place par le pays pour faire face à n'importe quel défi. L'Inde est en train de démontrer que son avis aussi peut compter. Ils sont déjà dans les BRICS et demain, après-demain, ça peut être une puissance développée. Ce que nous, on peut en tirer, c'est que si l'Inde, à partir d'un pays du tiers-monde, a atteint ce niveau de développement, nous aussi, l'Afrique, nous devons rêver. Et c'est ce message-là, c'est ce double message-là qu'on doit porter, dire que l'Inde se développe et que l'Afrique peut faire comme l'Inde. La rencontre avec la presse constitue également un des moments clés de cette immersion en terre indienne. Press Trust of India, une agence d'information indépendante de 700 journalistes et 300 pigistes, présente son modèle économique, de quoi réjouir les confrères africains présents. 2 personnages clés font la fierté des Indiens. Padel, celui de l'unité de l'Inde, magnifié à travers une statue, et Mahatma Gandhi, apôtre mondial de la paix, dont la maison fait l'objet d'une visite. Cette architecture, cette infrastructure vous montre quelles sont les ambitions. Ça dit que c'est un pays qui a de la vision. Les autorités ont de la vision. Et ils se disent qu'il ne faut pas rêver au niveau microcosme indien. Parce que cette statue, ils l'ont bâtie pour qu'il n'en existe pour l'instant, en tout cas nulle part dans le monde. La grandeur de l'Inde
C'est aussi et surtout son entreprise de production de lait, ses unités de fabrication de robots, ses grandes écoles de formation et son aquarium souterrain où on retrouve toutes les espèces de poissons du monde. Voilà, et on revient en Côte d'Ivoire où le réseau ivoirien des femmes administrateurs était face aux journalistes pour annoncer la 2e édition des journées de la femme administrateur. Ces journées auront lieu du 25 au 26 avril prochain à l'ENA, à Cocody. Femmes administrateurs, bonne gouvernance et équité dans la dynamique d'une administration publique moderne et performante. Ce sera au cœur des réflexions, nous rapporte Malika Koulibaly. Impulser une nouvelle dynamique à l'administration ivoirienne par la femme en mettant à la disposition des décideurs des personnes de qualité, compétentes, vertueuses et capables de booster un changement qualitatif dans différents services. C'est tout le sens de la création du réseau ivoirien des femmes administrateurs de Côte d'Ivoire, IFEMAD. La Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux autres pays, s'est engagée dans une réforme d'une administration publique moderne. L'inclusion des femmes est essentielle dans cette dynamique et la promotion au poste de décision des femmes en général et des femmes administrateurs en particulier constitue un levier essentiel pour moderniser l'administration publique et renforcer sa performance. Pour cette 2e édition des Journées de la femme administrateur, le RUFEMAD compte faire bouger les lignes. Nous avons eu des nominations. Nous avons eu des tests et nous avons eu aussi un accroissement du nombre de femmes au poste de responsabilité dans l'administration publique. Parce qu'aujourd'hui, grâce au réseau, on a la possibilité d'atteindre nos patrons, nos chefs, pour leur dire nos attentes. Le réseau ivoirien des femmes administrateurs regroupe toutes les femmes des services administratifs de Côte d'Ivoire, diplômées du cycle supérieur de l'École nationale d'administration ENA ou ayant acquis le titre par concours exceptionnel ou par nomination. Elles émanent de toutes disciplines confondues et exercent dans toutes les structures de l'État et ses démembrements. Voilà, comme les femmes, l'ONAD fait aussi bouger les lignes. L'objectif, c'est 0 mort, 0 dégâts en saison pluvieuse. L'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, déroule déjà son plan d'action de protection civile. Ce plan, lancé à Atekoubé, dans le district d'Abidjan, en prélude, bien sûr, à la saison des pluies, vise à prévenir, à stopper les inondations, les pertes en vie humaine et les dégâts matériels causés par la problématique du drainage des eaux pluviales. Eugène Atoubé. Au quartier Moussikro, dans la commune d'Atekoubé, une opération d'assainissement. Cette appelleuse et ses ouvriers, sous la supervision de l'Office national d'assainissement et de drainage ONAD, sont à l'œuvre. L'opération porte sur le curage du canal et son désensablement. C'est un canal d'une longueur de 1200 mètres qui sert à drainer les eaux usées. Ce canal ayant lui-même fait l'objet de travaux d'amélioration par l'ONAD entre 2022 et 2024. Travaux grâce auxquels Atekoubé ne connaît plus aujourd'hui les inondations en saison de pluie. Il pleut maintenant, l'eau passe, le quartier est tranquille, maintenant tout le monde est content. Malgré les mauvais enseignements, en tout cas là c'est propre. Pas avant là, quand il pleut comme ça nous fatigue, mais maintenant là ça va. Il ne faut plus qu'on va verser saleté dans le caniveau encore, on va le verser dans la poubelle. L'opération marque le lancement dans la commune d'Atekoubé du plan d'action de pré-saison des pluies. Le ministère de l'Hydraulique, de la Salubrité et de l'Assainissement, représenté par Gildas Simi, directeur de cabinet adjoint et l'ONAD, structure sous tutelle chargée de l'exécution de ce plan, veille à la qualité des travaux effectués à Atekoubé autant que dans les autres communes. Ces travaux, justement, portent sur le curage et l'entretien des points critiques, dont 138 identifiés au premier trimestre de cette année 2025, ont connu à ce jour un taux d'exécution de 66%. C'est dans le but d'atténuer les effets néfastes des inondations. Cette opération va se dérouler dans toutes les communes du district autonome d'Abidjan. Les ouvrages de drainage sont essentiellement faits pour drainer la pluie et rien d'autre. Et donc dans cette opération pré-saison, nous allons insister sur la sensibilisation des populations. Reste maintenant que les populations informées des dispositions prises par le ministère en charge de l'assainissement et de la salubrité pour atténuer les effets néfastes des pluies, respectent les ouvrages et ne les transforment pas en dépotoirs.
Voilà, l'appel a été donc entendu. Et on n'oublie pas les personnes souffrant de la trisomie 21. Leur journée vient d'être commémorée. Cette maladie entraîne un déficit intellectuel et des anomalies physiques. Mais si vous êtes un féru d'histoire, de résilience et de courage, eh bien, je vous laisse découvrir dans ce 20h Herbert Camara, un trisomique de 34 ans qui reste une fierté pour tous, malgré son handicap. Vous allez le voir, il fait son insertion dans la société à travers le sport, précisément le basketball, qui lui a permis de glaner des lauriers. Ami de Rasouba, Ulrich Thibault. Que je fasse courage. Que je fasse preuve de courage dans mes efforts. Benjamin, d'une fratrie de 8 enfants, il n'est pas comme les jeunes de son âge. Herbert Camara, la trentaine révolue, est atteint de la trisomie 21. On était à l'intérieur du pays quand j'ai pris ma 8e grossesse. Je ne savais pas que j'allais faire encore des enfants parce que celui que lui il suivait avait 13 ans. Et bon, c'est venu comme ça. Quand il est venu, je ne savais pas. Seulement, il avait le corps très mou. Moi, je me disais que parce qu'il est né prématuré, alors qu'il y avait un handicap. Herbert grandit dans un environnement où raillerie et moquerie s'entremêlent, au grand désespoir de sa famille. Mais ce handicap est loin de freiner sa destinée. Dans les années 2003, il intègre la Page Blanche, une structure spécialisée dans la prise en charge des enfants handicapés ou polyhandicapés. Nous savons en tant que professionnels que ce n'est pas facile. Ce sont en majorité des parents qui sont en souffrance parce que ce n'est pas évident de faire le deuil de l'enfant idéal, de l'enfant dont on avait rêvé et de se rendre compte qu'on a fait un enfant qui a des limites. Dit aux parents qu'il y a des structures, qu'il y a des moyens de faire évoluer les enfants, de leur faire vivre une vie relativement normale. Très vite, ces encadreurs décèlent en lui le potentiel d'un futur champion. Herbert participe à 2 reprises à Special Olympique, une compétition internationale pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle. Herbert est venu à moi en 2010. Et en 2010, il ne connaissait pas ce qu'on appelait le sport ni la balle. On lui apprenait à courir et j'ai vu qu'il avait des acquis pour faire le basket. Et c'est comme ça que je l'ai orienté au niveau du basket. Et puis, il s'en est bien sorti. Avec son équipe, il ramène en 2011 la médaille de bronze au basketball, avant de décrocher l'or en 2015. Pour réussir, Herbert s'est imposé une discipline rigoureuse de travail. Tous les samedis, il s'entraîne au terrain du lycée classique d'Abidjan. Pour les prochaines compétitions 2027 en Australie, il évoluera dans la discipline du badminton. Herbert, c'est un athlète qui a beaucoup de potentiel. Il est polyvalent aussi. Donc, on l'a même essayé un peu au judo. Il a fait vraiment des preuves là-bas. Donc, ça a été facile pour moi de commencer avec lui. Le sport est un élément clé pour l'épanouissement des enfants trisomiques, selon la psychologue de la Page Blanche. Il est important de leur donner beaucoup d'amour. Ces histoires d'avocats, ces histoires de pilotes, ils ne seront pas concernés. Mais ils peuvent devenir des champions. Comme par exemple Herbert, qui a, en tant que trisomique, mais qui a rendu la Côte d'Ivoire championne du monde en basket. Et ça, il faut que le gouvernement regarde ça. On n'est pas seulement dans le football avec des personnes ordinaires qui nous donnent des coupes, mais on a ces enfants particuliers qui, eux aussi, arrivent à nous donner des coupes. Herbert est un modèle, un symbole de résilience qui a surmonté son handicap. Aujourd'hui, il fait la fierté de sa famille et de son entourage. Sa mère rêve de voir son fils fonder une famille un jour. Voilà, et ce sera fait. Herbert Camara qui reste une fierté, un exemple de résilience qui inspire. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté avec son équipe nous invite à embarquer maintenant dans ce marathon de la cohésion. La ministre Miss Belmandogo était dans la région de Moronou et là-bas, elle a rencontré les populations de Mbato, Bongwanou et Ara, histoire de recueillir leurs préoccupations et propositions pour le maintien d'un climat apaisé en cette année électorale. Michel Mambo. Stade municipal de Mbato, un match assez particulier oppose des équipes tout aussi particulières. La PFC contre Pardon FC. Nous sommes au vote-balle, première étape de la 2e édition du marathon de la cohésion. Le vote-balle, un concept qui ramène aux élections. Les jeunes de Mbato
se sont prêtés à ce match-là, ils ont tous pris l'engagement et la ferme volonté d'aller à la paix et de renforcer les liens de cohésion. Après le lancement officiel du marathon de la cohésion à Dabou, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est dans le Moronou. De Mbato à Ara, en passant par Bongwanou, Miss Belmondo Dogo rencontre les jeunes, les femmes, les chefs traditionnels, les guides religieux, en somme, toutes les forces vives de la région. Nous avons trouvé des pistes et des solutions pour une élection apaisée. Nous avons pris la décision au nom du gouvernement de renforcer les liens de cohésion et nous avons terminé par Ara où nous avons félicité la chefferie parce que Ara dans le Moronou est la localité où nous avons eu, je dirais, moins de troupes, où il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés. Et nous avons demandé à la localité d'Ara, à sa tête, Madame le maire, d'être le porte-flambeau de la paix dans le Moronou. Griefs, préoccupations, propositions passées au peigne fin, engagement est pris pour des élections sans heurts dans le Moronou. Je voudrais vous rassurer qu'il y aura la paix pour les élections de 2025. On dit chez nous, vous le savez, quand vous avez été mordu par le serpent, vous fuyez le ver de terre. Le serpent nous a mordus en 2020. Je crois que nous sommes suffisamment intelligents pour fuir le ver de terre en 2025. Et pour sceller la fraternité et la paix, le partage à travers une rupture collective. Voilà, et les Ivoiriens amoureux de la paix sont invités à prendre part à ce marathon de la cohésion. Les hommes de Dieu montent aussi au créneau pour la paix et l'unité en cette année électorale. Des évêques catholiques de notre pays appellent justement la classe politique et les différents acteurs impliqués dans le processus électoral à des élections apaisées. Le reportage de Grace Kando. À 7 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la conférence des évêques catholiques appelle la classe politique et tous les acteurs impliqués dans le processus à une élection présidentielle apaisée. La Côte d'Ivoire est à un tournant décisif de son histoire. Aussi appelons-nous au renforcement des bases éthiques dans les groupements politiques où vous militez et travaillez, que l'amour de la nation vous anime et fasse découvrir l'autre comme un frère ou une sœur, en vous efforçant d'être des artisans de communion et de paix dans la vérité, comme nous y invite l'apôtre Paul. Les jeunes sont aussi appelés à se détourner des pratiques peu recommandables pendant cette période électorale. Chers jeunes, vous êtes la cible privilégiée de ces prédateurs politiques qui profitent des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Ne vous laissez pas décourager et ne renoncez pas à vos idéaux. Cultivez en vous l'aspiration vers la fraternité, la justice et la paix. Nous, vos pères, à la suite du pape Benoît XVI, attirons votre attention. La conférence des évêques catholiques invite également la commission électorale indépendante à plus de transparence dans le processus électoral. Nous l'exhortons à honorer son engagement en faveur de l'équité et à travailler à la réduction de toute faille potentielle dans le système qui pourrait miner la confiance du public dans les futures élections. Elle est la garante du processus électoral. Qu'elle s'engage donc dans un dialogue constant avec toutes les parties prenantes, en particulier les partis politiques, afin de répondre à toutes les préoccupations. Les forces de défense et de sécurité sont exhortées à faire preuve de professionnalisme, de neutralité et de respect des droits humains afin de garantir des élections pacifiques.
Et la paix en Ukraine, c'est aussi possible. Le président Donald Trump est déterminé à trouver une issue pacifique à la crise russo-ukrainienne. Les pourparlers entrepris en Arabie Saoudite entre les délégations américaines et russes, puis avec l'Ukraine, ont pris fin. La Maison-Blanche annonce un accord. Moscou et Kiev ont accepté de cesser les hostilités en mer Noire, clairement d'assurer la sécurité de la navigation, de supprimer l'usage de la force et d'empêcher l'utilisation de navires commerciaux ou des objectifs militaires en mer Noire. Les États-Unis s'engagent à poursuivre les négociations entre les deux parties, à soutenir par ailleurs les efforts en vue d'échange de prisonniers, de la libération de civils et du retour d'enfants ukrainiens déplacés de force. Voilà, c'est la fin de ce 20h, mais ne décrochez surtout pas après ce JT. La direction de l'information de RTI 1 vous propose le débat politique. Hamza Diaby reçoit ce soir 4 acteurs de la société civile et durant 90 minutes, ils vont échanger autour du thème présidentiel 2025. Quel apport de la société civile pour des élections sans violence? Débat à suivre. Absolument. Et moi, je vous dis, la paix partout, parce que la paix est une quête permanente. Je vous retrouve demain dans cette même paix.